Merci, oui. Donc, voilà un péril supplémentaire qui nous est évité. Monsieur Le Fur, 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur. J'ai bien retenu votre théorie des gouvernements faibles. Effectivement, très intéressant. Alors, vous dites que le gouvernement faible est incapable de réduire la dette puisqu'il a du mal à toucher à la recette et à la dépense, et il se fige en quelque sorte. J'ajouterai un élément, c'est que le gouvernement faible vide la dette, c'est-à-dire que ça lui donne du temps. Ça lui donne du temps puisque ça lui épargne des choix qu'il aurait dû faire. Deuxièmement, moi je suis très attentif aux propos initiaux que vous avez tenus, en particulier sur le fait que la dette, c'est un préjudice pour les générations futures. Alors c'est connu, c'est identifié, mais c'est particulièrement vrai quand la dette n'a pas servi à des investissements ou à de la formation, comme vous le disiez très justement, mais plutôt à payer la sécu, quoi, en gros. Le rapporteur général m'a piqué ma question sur dette et inégalité. Pour moi, c'était quelque chose que j'avais pas trop en tête, qui est un peu paradoxal, effectivement, puisque c'est souvent, pour parler vite, la gauche qui favorise la dette, puisqu'elle y voit un moyen de la croissance, etc., alors que la gauche devrait être assez sensible à ces questions d'inégalité. Est-ce que vous pourriez nous documenter un petit peu cette question sur dette génératrice d'inégalité? Je l'ai bien vu, puisqu'on favorise un rentier, mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés liées à ces inégalités? Alors, je vais, comme ça va me permettre de préciser aussi la composition de la dynamique des dépenses. Quand je dis que les prestations sociales ont augmenté en 2023, on a 709 milliards d'euros de prestations sociales en espèces et en nature. On a une forte augmentation des rémunérations, autour de 300, enfin là c'est trop petit, 346 milliards,2. Et toute la fin, en fait, on a autre, et c'est là que c'est les actifs. Et les actifs, en fait, c'est la part congrue des dépenses. Donc, vous voyez, c'est la structure des dépenses. Alors après, improductive, productive. Et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des dépenses dites productives que des dépenses de transfert. Alors, sur les inégalités, pour préciser, par exemple, c'est lié, encore une fois, à la nature de la politique monétaire. C'est-à-dire que la politique monétaire lève les contraintes qui pèsent sur le gouvernement. On l'a vu, c'est le R-G. Donc il agit, il baisse les taux. Alors on pourrait penser que tout le monde en profite, mais ceux qui ont le plus d'opportunités d'utiliser cette baisse de taux pour augmenter leur patrimoine, pour racheter des entreprises, ce sont généralement ceux qui ont déjà un important patrimoine. Donc c'est vrai que tout le monde en profite, mais ceux qui en profitent le plus sont ceux qui sont déjà les mieux dotés. Alors ça provoque un autre phénomène qui est souvent dangereux, ça peut provoquer des bulles. Évidemment, quand la bulle éclate, donc par exemple, on a 40 valeurs sur le marché, sur la bourse. Vous faites une politique de taux bas. Il y a beaucoup de liquidités qui arrivent sur le marché, mais il n'y a pas plus d'entreprises pour racheter. Donc, il n'y a pas plus de logements. Donc, les gens se portent avec ces taux bas, ils rachètent tout ce qu'ils trouvent. Et donc, les montants des actions, des maisons, tout augmente. Donc, ça crée des bulles, et c'est souvent l'éclatement de la bulle qui provoque les grandes crises. Et là, ceux qui ont bénéficié de la période de croissance, ils s'en tirent un peu, mais ceux qui ont bénéficié peu ou pas du tout, ils ont les coûts de la crise sans les bénéfices. Et donc, ça tend la distribution des revenus et des patrimoines. Merci beaucoup. Je vais passer à